Très bien, alors bienvenue à tous. La présentation ici s'intitule La simulation thermique au service du Digital Twin. Alors bon, c'est des mots un petit peu compliqués, mais en bref, ce que je vais vous expliquer, c'est comment, à partir des équations qui sont connues depuis un petit peu plus de 200 ans, eh bien, on a développé les briques technologiques pour non seulement concevoir les bâtiments de manière efficace, mais surtout que ces bâtiments se comportent tels qu'ils ont été conçus. Je m'appelle Yohann Eberle, je suis ingénieur chez IES, je suis aussi chef des ventes pour la partie Europe et je serai accompagné un petit peu plus tard par Alexandra Leclerc qui est directrice des opérations chez Distinct Energy et qui nous fera un retour d'expérience sur une partie du processus que je vais vous développer. Alors tout d'abord je voudrais enfoncer une porte ouverte, c'est dire que les bâtiments consomment trop. Alors quand on dit que les bâtiments consomment trop, eh bien c'est relatif à quelque chose, ils consomment trop par rapport à, et j'ai noté notamment 3 points. Au fait que la planète a des ressources limitées. Si on regarde aujourd'hui, la plupart des réductions de consommation d'énergie en Europe, elles sont contraintes. C'est simplement parce que l'énergie n'est plus aussi disponible qu'avant. En 2008, il y a eu le pic de production du gaz dans la mer du Nord. Il y a eu aussi le pic de production du pétrole conventionnel aux États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, on se rend très bien compte qu'on attend une limite au niveau de l'approvisionnement, que aussi après sur les gaz à effet de serre, le CO2, on sait très bien qu'aujourd'hui la planète souffre largement et que tout ce qui peut être économisé devrait l'être. Mais les bâtiments consomment aussi trop par rapport à ce qu'ils pourraient consommer. En fait, quand on regarde, on ne parle pas de rendement de consommation des bâtiments, parce que la limite théorique pour la consommation d'un bâtiment, c'est 0. En fait, un bâtiment n'est pas intrinsèquement forcé de consommer de l'énergie. Donc, tout ce qu'il consomme, en fait, c'est une consommation dont on pourrait se passer. Mais surtout, et c'est ça le point le plus important pour moi, c'est que les bâtiments consomment trop par rapport à ce qu'on s'attend à ce qu'ils consomment. C'est-à-dire que quand on conçoit les bâtiments, on les conçoit pour consommer une certaine quantité d'énergie. Et une fois qu'ils sont en opération, on se rend compte qu'ils consomment beaucoup plus. Des fois, il y a un facteur 4, ce qui est énorme. Et donc, c'est plus ça qui me turlupine. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des bâtiments qui se comportent tels qu'on les a conçus ? Et le problème, c'est que quand on met face à ça une certaine réalité, qui est que quand on a un bâtiment qui consomme trop, c'est quand même très difficile de savoir pourquoi est-ce qu'il consomme trop, par où part l'énergie. C'est pas en se baladant dans une pièce avec un thermomètre qu'on peut savoir pourquoi il consomme plus. Et si on veut aujourd'hui regarder le stock de bâtiments, les bâtiments qui sont aujourd'hui construits, il y a de très fortes chances, et ce sera le cas pour la grande majorité d'entre eux, que dans 50 ans, ils soient toujours là. Et dans 50 ans, les bâtiments qui seront là dans 50 ans, ils sont déjà là. Donc si on veut décarboner les bâtiments pour dans 50 ans, les rendre neutres en carbone d'ici 25 ou 50 ans, il faut le faire sur les bâtiments existants, donc des bâtiments pour lesquels aujourd'hui on n'arrive pas à percevoir finement pourquoi ils consomment autant. Alors je vais apporter ici une source. Dans tous les pays, on a fait un constat en se disant il faut quand même mesurer un petit peu la consommation de nos bâtiments. Et donc on a développé des étiquettes énergie. Alors dans chaque pays, on l'a fait un petit peu à sa manière. Et on va dire que les bâtiments sont de A à très bien, voilà, ils ne consomment pas beaucoup, à G, c'est catastrophique, ou F parfois. Et ici, vous avez le résultat d'une étude. Alors c'est une étude ciblée au Royaume-Uni sur des bâtiments à usage commerciaux en 2019. Et en fait, si vous regardez ce graphe, en ordonnée, on a la consommation réelle des bâtiments, donc prise sur facture, en kilowattheure par mètre carré par an. Et on les a rentrés en abscisse, suivant leurs critères, leur label énergétique, donc de A à F. Et dans chacune de ces catégories, on les a rentrés par ordre croissant de consommation. Alors, en fait, on peut tirer 2 conclusions de ce graphe. C'est que d'une part, au sein d'une catégorie énergétique donnée, on peut avoir un facteur 10 de consommation entre celui qui consomme le moins et celui qui consomme le plus. Donc déjà, une caractéristique énergétique ne va pas nous informer beaucoup sur la consommation réelle. Mais ce qu'il y a de pire, je trouve, c'est cette barre verte, la barre horizontale verte ici, qui est la médiane de chaque étiquette énergie. Et on voit qu'en fait, elles se tiennent toutes dans un mouchoir de poche. Ce qui nous fait dire du coup qu'il n'y a aucune corrélation
entre les étiquettes énergie et la consommation réelle de ces bâtiments. Alors on pouvait dire, oui mais c'est au Royaume-Uni, c'est des bâtiments commerciaux, c'était en 2019, etc. Mais en fait ça c'est corroboré par plein d'études. Il y a plein d'études dans différents pays avec différents types de bâtiments et sur différentes périodes qui montrent un constat similaire. C'est-à-dire que les bâtiments ne se comportent pas, ne consomment pas ce qu'ils devraient consommer. Alors, le problème, quand il y a une divergence entre la théorie et la réalité, une sorte de dissonance cognitive, eh ben, c'est pas nouveau. Et en fait, je voudrais tirer un parallèle historique avec la NASA. Voilà. Dans les années 60, la NASA avait aussi une tâche très importante. Nous, c'est de décarboner les bâtiments. Eux, c'était de mettre à plat l'URSS en envoyant quelques astronautes faire du footing sur la Lune. Donc c'était une tâche extrêmement difficile. Ils y ont mis 4% du PIB du pays pendant quelques années. Ils y ont mis les personnes les plus brillantes de leur génération. Mais en fait, ils se rendaient compte que quand ils faisaient un modèle numérique, un modèle théorique d'un des objets qu'ils envoyaient dans l'espace, ils ne se comportaient pas dans l'espace comme ils se comportaient sur un banc de test dans un laboratoire aseptisé. Et donc, il se rendait compte qu'en fait, c'est sûr, après le décollage, après la sortie de l'atmosphère, il avait subi des dommages. Donc, en fait, il avait été modifié par rapport à son état initial. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à monitorer ces instruments et ils avaient un retour sur Terre qu'ils utilisaient ensuite pour recalibrer leur modèle théorique. Et de cette manière, voilà, ils avaient une incertitude beaucoup plus fine sur le comportement. Et c'est ça qui leur a permis de mettre des astronautes sur la Lune et de les faire revenir sans qu'aucun mort n'ait été à déplorer hors atmosphère. La NASA est allée encore un petit peu plus loin, dans les années 2000-2010, il me semble. Ils avaient la chance d'avoir 2 jumeaux homozygotes parmi leurs astronautes. Alors ils se sont dit, là, il y a un coup à jouer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que les jumeaux homozygotes partagent le même code génétique. Et ce qu'ils voulaient savoir, c'était quelles sont les modifications qu'une sortie de l'atmosphère pendant un certain temps, rayonnement cosmique, etc., pouvait influencer, comment ça pouvait influencer le code génétique. Donc ils ont pris les 2 astronautes, il y en a un qui ils ont dit tu vas te laisser pousser la moustache, comme ça on fait la différence avec ton frère, et l'autre ils l'ont envoyé sur l'ISS pendant 1 an. Et donc il a fait des tours de la planète à raison d'une fois toutes les 90 minutes. Et quand il est revenu au bout d'1 an, ils ont mesuré les divergences sur leur génome entre les 2. Alors pour la petite histoire, il y avait plusieurs milliers de modifications génétiques, mais la grande majorité finalement s'est résorbée en quelques mois, quelques années. Donc voilà, ils sont redevenus copains, il a pu se raser la moustache et voilà, ils parlent de tout ça en rigolant. Mais ce que ça nous apprend, c'est l'importance d'avoir un jumeau numérique fiable pour faire des comparaisons sur ce qui peut dériver. Et donc c'est là où j'arrête le parallèle avec la NASA, mais c'est quand même la NASA qui, avec toutes ces réflexions, a développé le terme de jumeaux numériques. Donc quand on parle aujourd'hui de jumeaux numériques, c'est un mot valise, mais ça vient quand même de la NASA, et c'est vraiment ça l'idée, c'est reprendre un retour de la réalité pour alimenter un modèle numérique. Alors, quand on l'applique au bâtiment, on ne va pas regarder ce que fait le rayonnement cosmique sur l'ADN, mais par contre, on peut utiliser un jumeau numérique de bâtiment comme objet de test. On va faire des tests, voir comment il se comporterait dans certaines situations, et notamment face à certains changements. Par exemple, un changement d'usage, un repreneur, quelqu'un qui modifie des process ou un taux d'occupation, mais aussi qu'est-ce qui se passe si on fait une rénovation plus ou moins lourde, et quel est l'impact par rapport au changement climatique. Donc ça permet de regarder non seulement la consommation, mais aussi le confort. Parce que le confort, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, c'est très subjectif, mais si on se balade avec un thermomètre, on ne sait pas dire finalement objectiver ce confort. Avec les résultats numériques, on peut beaucoup plus le faire, on raisonne sur des statistiques et ça nous permet de dire si un bâtiment a perdu en confort, s'il en a gagné, et finalement quelle est la marge de manœuvre. Et quand on a un jumeau numérique qui est correctement calibré, c'est-à-dire qui correspond vraiment à la réalité, ça permet, lorsqu'il dérive, de détecter finalement des pannes, des défaillances de système. Vraiment dans le sens comme la NASA le faisait avec les objets qu'ils envoyaient hors atmosphère. Alors, à ce moment-là, vous pouvez vous demander, mais qui est ce personnage, Johan Eberle, qui vient vous parler de ça? Alors, je ne vais pas parler particulièrement de moi, mais je travaille pour une entreprise basée en Écosse, IES, Integrated Environmental Solutions.
qui a développé un logiciel de simulation thermique dynamique. Ça fait plus de 30 ans qu'on est présent un petit peu partout sur le globe. Et on a développé un moteur de calcul qui s'appelle Apache, qui est embarqué dans le logiciel Virtual Environment. Et ce moteur de calcul, aujourd'hui, et ça fait consensus dans la profession, c'est le moteur de calcul qui est le plus abouti d'un point de vue physique. Donc qui permet de capturer la meilleure réalité dans un modèle numérique. On est utilisé aujourd'hui quotidiennement par à peu près 18 000 utilisateurs. Et ces utilisateurs ont réalisé un petit peu plus de 1,5 million de bâtiments avec notre technologie. Donc ça nous a permis d'engranger un énorme retour d'utilisation et de pouvoir être sûr qu'aujourd'hui notre modèle se comporte correctement. Maintenant, la difficulté, elle réside dans le fait de rattacher toujours le modèle numérique à la réalité sur tout un tas de paramètres que, quand on fait une conception, on va estimer au doigt mouillé. Alors pour ça, on a développé en fait un processus de calibrage de modèles. Et c'est ça que je vais développer dans les slides qui viennent. Alors la première partie, voilà, on a 4 étapes, mais la première partie c'est quelque chose de très conventionnel. C'est simplement collecter des informations. Alors ça va être déjà les factures énergétiques, ça va être les plans du bâtiment, ça va être la constitution des parois, des visites sur site pour vérifier tout un tas de choses, les rendements des systèmes. Mais voilà, ça c'est vraiment la première étape et c'est là en fait où on peut capturer déjà une bonne partie de la réalité. Les factures énergétiques, c'est la réalité. Dans la deuxième étape, on va créer un modèle numérique. Donc là, dans le jargon, c'est une simulation thermique dynamique ou une simulation énergétique dynamique, suivant le niveau de détail qu'on va apporter. Et c'est là où on va avoir cette dissonance cognitive, où on a une réalité qui est basée sur les factures, et de l'autre côté, on a un modèle numérique qui ne se comporte pas exactement pareil. Et parfois, il y a un monde entre les deux. Et donc, c'est là qu'intervient vraiment la partie, on va récupérer cette donnée, et on va réalimenter notre modèle numérique avec des données réelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie de la calibration du modèle, ou le calibrage du modèle. Et c'est pour ça que j'ai invité Alexandra pour cette partie. Elle va nous présenter, elle, la façon qu'elle a de faire. Elle va nous faire un retour sur expérience d'un de ses projets. Voilà, Alexandra, je te laisse la parole si tu veux. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandra Leclerc, je travaille pour la société Distinct Energy. On est une société de conseil en énergie et carbone et dans les choses merveilleuses qu'on réalise toute la journée, on réalise notamment des audits énergétiques. Donc il y a des audits énergétiques dits réglementaires sur la 16 247 et vous avez aussi des audits énergétiques qui ne suivent pas vraiment la norme mais pour répondre plus ou moins au budget de votre maître d'ouvrage. Là on est sur un audit énergétique dit réglementaire. Donc on est sur le cas d'un bâtiment à Metz, essentiellement du bureau avec un hall ERP et construit dans les années 80 avec quelques rénovations faites à droite à gauche au fur et à mesure de sa vie. Donc, à savoir pour cet audit énergétique, ce qu'on fait, donc on fait une première visite de site, bien évidemment, et le but c'est de collecter la donnée. Donc, soit par les factures, très souvent, on ne va pas les avoir, mais on va réaliser des mandats auprès des distributeurs d'énergie. Donc ici c'est plus dans l'est de la France, donc c'est compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle des régies, mais je vais arrêter là. Mais le but c'est de récupérer de la donnée, parce que pour faire mon audit énergétique, pour calculer l'impact de mes préconisations, donc j'ai préconisé donc un bouquet de travaux, pour calculer mes gains énergétiques, je vais utiliser donc une simulation thermique dynamique ici, pour tout simplement calculer mes gains énergétiques, qui par conséquent vont impacter mon TRI. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir un maître d'ouvrage qui a un budget à respecter et son budget va être réalisé plus ou moins par rapport aux actions préconisées. Et bien sûr, les actions qui ont un TRI le moindre, c'est ça qui va préconiser. Et bien sûr aussi tout ce qui va respecter la réglementation des critères CER, des CREBAX. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un modèle calibré pour ne pas se planter sur les gains énergétiques et pas se planter sur les TRI.
Donc ici, on a une consommation de réseau de chaleur. Donc moi, par ma visite, je sais que c'est essentiellement du chauffage. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder quelques facteurs statistiques qu'on peut retrouver dans l'IPMVP et voir justement si ce qu'on appelle notre modèle, donc si les factures sont en corrélation avec certaines variables. Ici, on peut voir la variable extérieure, donc c'est le climat extérieur froid, donc c'est-à-dire quand il fait froid dehors. Est-ce que c'est ça qui va faire varier mes consommations de réseau de chaleur urbain? La réponse est oui, puisque j'ai que du chauffage, mais le but c'est de vraiment savoir oui ou non, parce que par la suite dans mon modèle, je sais que ça va être mon fichier météo qui va justement impacter mes futures consommations de réseau de chaleur urbain. Ici, donc je ne vais pas parler de tous les facteurs statistiques parce que je n'ai pas le temps, mais ici on a ce qu'on appelle un coefficient de détermination, c'est le R carré. Normalement, pour dire qu'il a un impact important, l'IPMVP, on dit qu'il faut qu'il soit super à 75%. Moi, je sais par mon expérience que quand j'ai que du chauffage sur un réseau de chaleur urbain, je dois être entre 90 et 95 parce que je n'ai pas d'autres variables, mis à part les gens avec leur thermostat, mais normalement j'ai un pourcentage très élevé. Ici, j'ai 69%. Ce qui, moi, me dit, en fonction de ma visite, c'est que je sais que l'état de ma distribution de mon chauffage altère mon coefficient de statistique et donc du coup lisse l'impact environnemental. Pourquoi? Parce que j'ai un réseau où il n'y a jamais eu de travaux qui a été fait. J'ai eu des petites rénovations, j'ai eu des piquages à droite à gauche, donc, et mon système surtout n'est quasiment pas régulé, parce que c'est à l'ancienne, on tourne les vannes à l'ancienne, c'est pas du tout à jour. Donc je sais que c'est la distribution de réseau de chaleur qui va justement m'impacter ce coefficient-là. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais prendre en compte dans ma simulation, de dégrader ma distribution de mon chauffage pour pouvoir être au plus proche du même comportement. L'électricité, c'est tout de suite compliqué à partir du moment qu'on n'a pas de sous-compteur. Là, c'est directement issu des factures. Quand on n'a pas de sous-compteur et qu'on a plein d'usages différents, c'est compliqué d'avoir un match avec le climat extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai de l'éclairage, j'ai de l'utilisation de prise de courant, j'ai plein de choses avec des usages différents, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment sortir de conclusion. Donc à la suite de cet audit, on a mis en place un plan de mesure. Donc on a mis en place de la mesure sur certains tableaux divisionnaires pour pouvoir isoler certains postes. Pour vraiment, en fait, le but de faire ça, pourquoi? C'est pour s'assurer que le gain énergétique de je vais remplacer mon éclairage, je vais changer ma distribution élec, ce genre de choses, pour pouvoir bien quantifier ensuite le gain énergétique. Et donc sur cette partie-là, on voit qu'il n'y a pas de corrélation avec le climat extérieur, que ça soit chaud ou froid, et moi ça me rassure parce que c'est ce que j'attendais de voir. Je savais théoriquement que ça ne devrait pas être le cas. Si j'avais eu un grand facteur sur il fait froid dehors et j'ai une cohérence avec mes consommations d'électricité, c'est que tout de suite j'ai un poste chauffage électrique qui prédomine du coup sur toutes mes consommations élec, et donc du coup j'ai potentiellement des radiateurs qui se baladent à droite à gauche, des splits, des multisplits ou des VRV qui sont allumés tout le temps, notamment la nuit, parce que ça la nuit c'est catastrophique, et du coup viendrait justement augmenter mes facteurs statistiques. Et donc ensuite on réalise du coup une simulation thermique dynamique dans ce cas présent et on vient voir les différences. Donc on voit dans le petit tableau vert qu'en fait la première colonne c'est ce qu'on appelle les régressions linéaires, c'est ce que je vous ai montré juste avant, parce que je veux comparer le même fichier météo entre ma STD et les factures que j'ai étudiées. Et à partir de ça, je vais aller regarder l'écart en fait entre les deux. Donc souvent on dit qu'il ne faut pas avoir un écart de plus de 15%. Après je pense que c'est aussi le but, c'est d'avoir un peu un retour d'expérience et de se dire où se trouvent les incertitudes des calculs et quelles sont les actions que ça impacte. Si ça impacte une action qui coûte 1 million d'euros, là mieux vaut être sûr de ce qu'on dit. Si c'est une action qui coûte 50 000 ou même moins que 50 000, on peut se dire qu'on peut avoir un certain degré d'incertitude en fait. Et donc sur ça, on voit bien que mon modèle a un écart, je ne vois pas les chiffres d'ici, mais ça fait à 10% sur le réseau de chaleur urbain, et j'ai un écart de 20% du coup sur la partie électricité, ce qui est, comme j'ai dit, normal, puisque j'ai eu du mal à calibrer. C'est que les sous-compteurs après que j'aurai mis en place me permettront de remettre en place toutes mes consommations.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, un audit énergétique, le but c'est d'aider un maître d'ouvrage ou un AMO à faire un programme qui tient la route. Alors oui, ils vont devoir respecter le décret éco-énergie tertiaire, oui, ils vont devoir respecter le décret VAX, mais le but c'est pas de leur mettre leur argent à l'endroit où il ne faut pas, et c'est surtout de leur donner les incertitudes de chaque chose. C'est-à-dire quand on va chiffrer un investissement, de dire tel lot n'est pas pris en compte, le lot corps d'état architecturaux, le lot structure, etc. Et aussi de ne pas donner un TRI ou un gain énergétique ou un pourcentage qui est sorti du chapeau. Puisque de toute manière, il ne faut pas reprendre par exemple l'ADEME, donc c'est très bien, l'ADEME dit que quand on diminue 1 degré de température de consigne, c'est 7% de gain. Mais il ne faut pas prendre les 7% de gain et les multiplier sur la consommation pour dire tiens, ça fait ça de gain énergétique. Puisque derrière, vous avez un investissement qui est lié. Il faut faire des calculs et surtout bien calibrer son modèle en audit énergétique pour être sûr que le maître d'ouvrage par la suite, il ait le moins de surprises possible. Oui, c'est bon. Merci Alexandra. Donc voilà, là vous avez vu un petit peu que c'est pas facile forcément de calibrer un modèle, mais qu'il y a vraiment un enjeu derrière. Parce que si on part sur des raisonnements grosses mailles, et dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Alors là, Alexandra vous a montré comment on calibre un modèle, mais finalement, une fois qu'on a fait ça, on n'a pas encore fait tout le travail. Et finalement, le plus important reste encore à venir. Et ça, c'est la 4e étape, qui est aujourd'hui quelque chose de très récent, quelque chose qui n'est pas encore fait sur beaucoup de bâtiments, et qui est la connexion en direct entre les données monitorées et un jumeau numérique. C'est ce que je vais vous présenter ici. Ça correspond à maintenant des protocoles et des produits qui ont été développés récemment. Donc maintenant, il est possible, une fois qu'on a créé un modèle calibré, on a un jumeau numérique qui se comporte avec une grande fiabilité par rapport à la réalité. On peut continuer à monitorer le bâtiment et on continue à simuler le jumeau numérique pour voir si dans le temps, les courbes vont commencer à diverger l'une de l'autre. Alors là, vous voyez, c'est un exemple concret, c'est notre ancien siège social, où vous avez sur la gauche, c'est le vrai bâtiment, c'est une photo. Sur la droite, c'est le jumeau numérique, donc dans Virtual Environnement. Et en dessous, vous avez en fait les résultats qui sont fournis sur une plateforme de dashboarding, de tableau de bord. Donc vous voyez par exemple ici, ce sont les consommations réelles mesurées pour l'électricité ou la consommation de biomasse, parce qu'il y a une chaudière appelée. Et bon, ça c'est des choses qui se font déjà de manière assez courante, faire un dashboard de consommation monitorée. Voilà, il y a plein de solutions qui le font. Ça permet de chiffrer quelle est la consommation jour par jour, sur une période, quelles sont les puissances pic, etc. Donc ça déjà c'est très important. Ça nous permet de voir si le bâtiment se comporte approximativement comme c'est prévu. Ou alors est-ce qu'on a laissé le chauffage la nuit? Est-ce que les luminaires sont allumés hors occupation, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout quand on va ensuite le comparer à des résultats simulés. Donc là, c'est la slide suivante ici, où vous avez en temps réel le jumeau numérique qui est simulé, donc avec les données météorologiques de la journée ou de la veille. Certains inputs qui sont par exemple le taux d'occupation, qu'on peut monitorer par exemple avec les badges à l'entrée. Et vous avez le modèle monitoré du vrai bâtiment. Et donc quand on met en parallèle ou en superposition ces deux courbes, donc là on voit qu'on a un modèle qui est calibré mais un petit peu optimiste, parce que la simulation est un petit peu plus faible que la réalité. Donc là l'ordre de grandeur n'est pas énorme, mais il y a peut-être une modification à faire sur le jumeau numérique. Ou alors ça peut montrer que le bâtiment a commencé à dévier. C'est-à-dire, on a commencé à retoucher aux températures de consigne. Il y a peut-être un produit qui est défectueux, une vanne 3 voies, un ventilateur, il y a un capteur qui commence à dériver. Et donc ça, c'est de la détection de panne, sauf qu'elle est faite en temps réel. Aujourd'hui, quand vous avez un bâtiment qui va consommer trop, on s'en rend compte au bout d'une année, peut-être 2, voire plus, et c'est extrêmement difficile de dire si le bâtiment, par exemple, s'il consomme 20% de plus, ça reste dans l'ordre de grandeur.
Donc on se dit, bon, bah, ils consomment 20% de plus qu'on avait estimé, peut-être que c'est nous qui nous sommes plantés au départ, et on ne fait rien. Alors que 20%, c'est quand même déjà très significatif, surtout quand on a des bâtiments d'une grande ampleur et qu'on garde ça pendant des décennies. Donc voilà, on est aujourd'hui à cet état de l'art. Là, on ne parle pas du futur, c'est la solution qui est proposée aujourd'hui par notre entreprise. La semaine dernière encore, on a eu la nouvelle. On a remporté le projet de plusieurs dizaines d'écoles au Royaume-Uni qui doivent être installées comme ça. Création de jumeaux numériques, monitoring en temps réel et comparaison avec un dashboard qui doit être regardé tous les jours pour voir comment se passe la consommation. Voilà. Et d'autre part, quand on fait des options de rénovation, on les chiffre, on calcule un TRI, un temps de retour sur investissement, mais là ça permet de faire la traque. Est-ce qu'on est sur les rails de ce qu'on avait proposé ? On a remplacé, je ne sais pas, des luminaires, on a changé la programmation. On a estimé que on devait avoir par exemple 10 000 euros d'économie financière au bout de l'année. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Avec tous les paramètres qui ont changé, par exemple l'occupation ou le fichier météo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Alexandra. J'imagine que vous avez probablement des questions. On est tout à fait disposé à y répondre. Alors je crois qu'il y a un micro qui doit circuler. Oui, si vous voulez poser la question, je vous laisse prendre le micro. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc Sébastien Renaud, très intéressant, notamment la dernière partie sur la simulation du jumeau numérique en temps réel. Oui. J'avais une question là-dessus, parce que qui dit en temps réel dit quand même des temps de calcul pour la partie STD jumeau numérique. Et donc c'est quoi le retour d'expérience sur les temps de calcul et est-ce qu'on arrive à justement à suivre ce temps réel du fait intrinsèquement de la nécessité d'avoir un temps de calcul pour un jumeau numérique qui est pas neutre par rapport à la vie du bâtiment. Ça c'est ma première question. Et la deuxième c'est comment c'est accueilli par les gens dans l'immeuble, c'est-à-dire les mainteneurs qui derrière font les actions correctives et comment vous gérez cette interface puisque sans personnes qui font les actions correctives, ces déviations restent d'actualité. Ouais. Alors je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux deux questions l'une derrière l'autre. Alors la première question, c'était le temps de calcul sur le jumeau numérique. Bon, il faut savoir que sur le bâtiment tel qu'il était présenté, là, un bâtiment de cette taille, la simulation, alors c'est pas qu'elle est instantanée, mais quand on fait une simulation annuelle, avec un pas de temps de 10 minutes, voilà, on se retrouve à quelques minutes de calcul. Donc pour 365 jours. Donc le jumeau numérique réagit beaucoup plus rapidement que le bâtiment réel. Donc ça, c'est pas un sujet. Par contre, l'autre question que vous posez, effectivement, pour les mainteneurs, etc., eh bien, généralement, c'est bien vécu. Parce que la plupart du temps, quand vous avez une équipe de maintenance, ils sont complètement en aveugle. C'est-à-dire qu'ils relèvent les factures une fois par an. Et puis finalement, ils vont juste comparer par rapport à l'année précédente. S'ils consomment plus, ils vont dire on avait un hiver plus rigoureux ou on avait un été plus caniculaire. Finalement, on n'est pas trop mal. Aujourd'hui, pour la maintenance, le principal retour, c'est l'insatisfaction des occupants en termes de confort. Ils vont dire il fait trop chaud, il fait trop froid, ils vont se plaindre. Et finalement, si les standards de confort sont bien, on ne va rien faire de plus. Donc en fait, la maintenance ne se fait pas sur la consommation d'énergie, uniquement sur le confort. Et le confort, on arrive toujours à l'atteindre en consommant simplement beaucoup trop d'énergie. Oui, une autre question ? Qui réalise la maquette numérique et quel est le coût? Est-ce qu'on peut estimer un coût? Parce que cette maquette numérique, elle va avoir une certaine définition. Donc on ne va pas être obligé de tout représenter. Donc quel est son niveau de définition? Qui la réalise et quel est le coût? Est-ce qu'il y a un coût approximatif au mètre carré par exemple pour arriver à avoir ce qu'on cherche?
Alors très bien. Alors la première question, c'est qui réalise les jumeaux numériques? Alors ça peut être, c'est généralement des bureaux d'études. Là, nous aujourd'hui, on a au sein d'IES un bureau d'études qui réalise toutes ces études parce que voilà, ils sont aujourd'hui à la pointe, non seulement technologique, mais aussi pour l'expertise de ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez demander à un bureau d'études, alors faut des bons quand même, hein. Mais parmi nos clients, hein, on a quand même des centaines de clients qui font des jumeaux numériques, donc qui réalisent la STD. Et maintenant, voilà, il faut encore qu'ils recalibrent leur modèle et qu'ils réimpactent ça. Donc ça demande déjà d'avoir un peu de monitoring dans le bâtiment. Et voilà, donc tout le monde ne sait pas le faire, mais maintenant il y a les outils pour le faire. Peut-être en termes de coûts, tu auras plus de retours. Alors juste, oula, c'est bizarre. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que potentiellement, s'il y a des travaux qui ont été faits avant, la STD, elle a peut-être été déjà faite en phase conception, mise à jour en exécution déjà, parce qu'elle doit respecter aussi s'il y a des certifications environnementales ou d'autres choses à faire. Donc le modèle, il est plus ou moins déjà fait. C'est juste après des mises à jour à faire. J'aurais pas de prix à vous donner par mètre carré, parce que ce qui prend du temps aussi, c'est la modélisation 3D, et ça, c'est plus par rapport au niveau de la symétrie de votre bâtiment. Si vous avez un bâtiment qui est extrêmement symétrique, ça va être très très vite à modéliser, mais si vous avez une géométrie très complexe au niveau de la façade, ça prendra un peu plus de temps. Et pour répondre à votre question, une STD, ça peut varier, ça peut être de 10-15 000 jusqu'à 50 000 €, tout dépend de ce que vous voulez mettre dedans et imbriquer en fait. Et puis ça dépend aussi beaucoup du niveau de détail, hein, sur lequel on veut aller. On peut faire des jumeaux numériques qui sont très simples et d'autres qui sont beaucoup plus complexes, hein. Très bien. Alors je suis désolé, le temps imparti est maintenant fini. N'hésitez pas à passer au stand Tech 22, hein, si vous avez la moindre question, on pourra en parler autour d'un verre. Merci.